Dehors et ne reviens plus. Mon père a hurlé, ils m'ont mise à la porte parce que j'ai quitté la fac de droit. Ils ignoraient que je valais 20 millions d'euros. Le lendemain, j'emménageais dans ma villa à Cassis. 3 semaines plus tard, je m'appelle Solange Blanchard. J'ai 26 ans. Et il y a 1 an, je me tenais sous une pluie battante de février, devant la maison de mon enfance à Écully, près de Lyon. Le genre de pluie fine et glaciale qui pénètre jusqu'aux os. Je n'avais rien d'autre que mon sac d'ordinateur portable et les vêtements que je portais. Quelques heures plus tôt, mon père, Grégoire, m'avait hurlé au visage, dehors. Et ne reviens plus. Mon crime ? Avoir annoncé que j'arrêtais mes études de droit. Ce qu'ils ignoraient, en claquant la porte d'entrée en chêne massif, c'était que la fille qu'ils venaient de renier valait 20 millions d'euros. Ils ne se doutaient pas que la prochaine fois qu'ils me verraient, je ne serais plus la fille trempée et suppliante sur leur paillasson. Je serais à des centaines de kilomètres de là, dans ma propre villa à Cassis, en train de regarder le soleil se coucher sur la Méditerranée. Mon histoire parle de la pression familiale, de ce que l'on attend de vous, et du prix de l'argent. Mais surtout, elle parle de ce qui arrive quand l'amour de votre famille dépend de vos choix de carrière. Avant de vous raconter comment je suis passé de « rejeté par sa famille » à propriétaire d'une maison de rêve sur la Côte d'Azur, j'aimerais savoir qui m'écoute. Laissez un commentaire pour me dire de quelle ville, ou de quel pays, vous regardez cette vidéo. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment ? C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Et si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez déjà ressenti cette pression de devoir choisir entre votre bonheur et les attentes de votre famille, abonnez-vous. Vous n'êtes pas seul. Mon voyage a commencé dans cette maison même, à Écully. Une belle maison bourgeoise, discrète, où tout était question d'apparence. Chez les Blanchard, le succès n'était pas une option, c'était une obligation. Et ils n'avaient qu'un seul nom, le droit. Mais ce que ma famille n'avait jamais compris, c'est que sous mes airs de future avocate parfaite, je cachais un secret qui allait tout faire exploser. Un secret qui valait 20 millions d'euros. Comment suis-je arrivée là ? Et pourquoi l'homme qui m'a élevée a-t-il pu me jeter à la rue, sous la pluie, sans un regard en arrière ? Laissez-moi vous ramener au début. Au cœur de la dynastie Blanchard. Pour comprendre l'explosion, il faut comprendre la cocotte-minute dans laquelle j'ai grandi. La famille Blanchard, à Lyon, c'est une institution. Du moins, c'est ce que mon père, Grégoire Blanchard, aimait à répéter. Mon grand-père était bâtonnier. Mon père dirigeait l'un des cabinets d'avocats les plus respectés de la presqu'île, spécialisé en droit des affaires. Notre maison à Écully n'était pas tapée à accent Graveleuil, mais tout y respirait la réussite. Le parquet ciré, les bibliothèques remplies de codes civils reliés en cuir, l'odeur de vieux papiers et de prestige. Le droit n'était pas un métier, c'était notre religion. Et dans cette religion, il y avait l'héritier désigné, mon frère aîné, Bastien. Bastien avait 4 ans de plus que moi. Il était le fils parfait. Il avait suivi le chemin doré, lycée privé, prépa, puis la consécration, l'université d'Assas à Paris. Mais ce que peu de gens savaient, et ce que je savais très bien, c'est que Bastien avait lutté. Il avait dû repasser ses examens 2 fois pour être admis. Il travaillait sans relâche, transpirant sang et eau pour chaque bonne note. Et puis, il y avait moi. Pour moi, étrangement, l'école était facile. J'avais une mémoire photographique. Les concepts juridiques, que je détestais pourtant, me semblaient logiques, comme des systèmes. Sans forcer, j'obtenais des mentions. Cela créait une tension insupportable. Mon père disait souvent à table, « Tu vois, Bastien ? Solange, elle a l'instinct. Elle a l'esprit Blanchard. Tu devrais t'en inspirer. » Il pensait le motiver. Il ne faisait que planter les graines d'une jalousie profonde. Bastien me regardait de travers, avec ce petit sourire en coin qui disait « Tu ne le mérites pas. » Nos dîners n'étaient pas des moments de partage. C'étaient des interrogatoires. Mon père présidait. « Alors, Bastien, ton dossier sur la fusion-acquisition ? Solange, ton exposé sur la responsabilité délictuelle ? » Nous devions présenter des « preuves de réussite ». Mon frère se lançait dans des monologues sur ses exploits à Paris. Et moi, je suis devenue une menteuse experte.
Mon groupe de droit constitutionnel était passionnant, papa. On a débattu de l'article 16. Je savais utiliser les bons termes. Je savais feindre l'enthousiasme. Je savais cacher le dégoût profond que j'éprouvais pour cet avenir tout tracé. Je savais cacher l'ennui mortel qui me rongeait. Je savais sourire, alors qu'à l'intérieur, je suffoquais. J'étais l'actrice parfaite dans une pièce que je n'avais pas choisie. Mais le problème avec le fait de jouer un rôle, c'est qu'on ne peut pas le tenir éternellement. Surtout quand on a une passion secrète. Une passion si puissante qu'elle menace de tout brûler sur son passage. Mon père voulait que je sois avocate. Mais mon cœur, lui, battait au rythme du code binaire. Ma vraie vie commençait après minuit. Quand la maison était silencieuse, que les dossiers de mon père étaient rangés et que Bastien était à Paris, j'allumais mon ordinateur. Ma passion secrète, celle qui était considérée comme indigne d'une Blanchard, c'était la programmation. Tout a commencé à 12 ans, quand mon oncle, le mouton noir de la famille, un ingénieur, m'a offert un vieil ordinateur. J'ai appris seul. Python, C++, Java. Pour moi, le code était une poésie. C'était une façon de créer de l'ordre, de construire des mondes à partir de rien. C'était tout le contraire du droit, qui me semblait n'être qu'une interprétation de règles anciennes. Mes parents voyaient cela comme un passe-temps. Un hobby mignon, qui ferait bien sur mon dossier Parcoursup pour entrer en fac de droit. C'est bien de s'amuser, Solange, disait mon père, mais ne perds pas de vue l'objectif. La technologie, c'est pour les techniciens. Les Blanchards, nous concevons les règles, nous ne suivons pas les instructions. L'humiliation la plus profonde est arrivée quand j'avais 17 ans. J'avais passé 6 mois, toutes mes nuits, à développer un petit programme de comptabilité automatisé pour les PME, petites et moyennes entreprises. Mon professeur de technologie, stupéfait, l'avait inscrit au concours Lépine Junior. Et j'avais gagné. Le premier prix. Je suis rentrée à la maison, tenant fièrement cette médaille et ce trophée. J'ai attendu le dîner. Papa, maman, j'ai gagné le concours Lépine. Mon père a levé les yeux de son assiette de pot-au-feu. Il a regardé le trophée, sans le prendre. C'est bien, a-t-il dit, d'un ton neutre. Mais tu as terminé ton dossier d'inscription pour la prépa d'été en droit ? La date limite est vendredi. Mon cœur s'est brisé. Ce trophée, la plus grande réussite de ma jeune vie, n'était qu'une distraction pour lui. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je me suis levée de table et je suis allée cacher le trophée au fond de mon armoire, derrière mes vieux pulls. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué quelque chose. Ma mère, Brigitte, l'avait sorti. Elle l'avait dépoussiéré et l'avait posé sur mon bureau, dans un coin où mon père ne le verrait jamais en entrant. Ce soir-là, elle est venue dans ma chambre. Elle a caressé mes cheveux. « Il est magnifique, Solange », a-t-elle murmuré. « Je suis tellement fière de toi. » Elle a serré ma main. « Mais, s'il te plaît, n'en parle pas à ton père. Tu sais comment il est. Fais-le pour moi. » La paix dans la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Ma propre mère. Fière, mais terrifiée. Elle venait de me nommer complice de son silence. Elle me demandait de m'effacer pour garantir la paix. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Ce sentiment d'être fier de soi, mais de devoir le cacher à ceux qu'on aime. Franchement, qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous confronté votre père ? Ou auriez-vous fait comme moi, en acceptant le silence de votre mère pour garder une paix fragile ? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai choisi le silence. J'ai rangé mon trophée. J'ai rempli mon dossier pour la fac de droit. J'ai accepté de porter le masque. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'allais simplement devenir meilleure pour cacher ma double vie. Et cette double vie était sur le point de devenir bien plus sérieuse. Je me suis donc inscrite à la faculté de droit de l'université Lyon 3. Le chemin parfait. Mon père était ravi. Bastien était satisfait de m'avoir sous sa coupe, même à distance. Et moi, j'étais morte de l'intérieur. Je passais mes journées dans les amphithéâtres gris, à écouter des professeurs disserter sur le Code Napoléon. Je détestais la culture de la fac de droit. Cette compétition malsaine,
ces étudiants qui parlaient déjà comme de vieux notables, cet avenir de bilan financier et de litiges contractuels qui me donnait la nausée. Mais j'avais un plan. J'avais dit à mes parents que je prenais des unités d'enseignement libre pour élargir ma culture générale. En réalité, je m'étais inscrite en parallèle dans un cursus mineur en informatique. Ma vie était schizophrène. Le jour, j'étais Solange Blanchard, l'étudiante en droit modèle. Costume cravate, réponse précise en travaux dirigés, notes parfaites. La nuit, j'étais juste Solange. Dans ma petite chambre d'étudiante, je retirais le masque. Je mettais un sweat à capuche, j'ouvrais mon terminal, et je codais jusqu'à 3 heures du matin. J'étais épuisée. Mais cette fatigue était la seule chose qui me faisait me sentir vivante. En 2e année de licence, j'ai failli tout plaquer. L'hypocrisie me rongeait. Je ne supportais plus de mentir. J'avais préparé une lettre pour mon père, prête à affronter la tempête. Et puis, le destin, ou peut-être le diable, m'a joué un tour. Ce week-end-là, lors d'un dîner de famille, Bastien se vantait d'une affaire complexe sur laquelle il travaillait. J'ai distraitement mentionné un point de jurisprudence très précis en droit des contrats que j'avais vu la veille. Le silence s'est fait. Mon père, Grégoire, a posé ses couverts. Il m'a regardé, par-dessus ses lunettes. C'est très juste, Solange, a-t-il dit, presque surpris. Ton raisonnement est affûté. Il a souri. Un vrai sourire. Pas un sourire de convenance, mais un sourire de fierté. Ce simple compliment. Cette miette d'approbation que je quêtais depuis mon enfance. C'était comme une drogue. J'ai déchiré la lettre. Je suis restée. Je me suis accrochée à cette maigre récompense, me persuadant que je pourrais supporter cet avenir si, de temps en temps, mon père me regardait de cette façon. J'étais devenue accro à son approbation. Et cette dépendance m'a rendue aveugle au fait que je sacrifiais mon âme pour des miettes. J'ai continué ma double vie, m'enfonçant plus profondément dans le mensonge. Jusqu'au jour où je me suis inscrite à ce cours optionnel. Un cours qui semblait être le parfait compromis, programmation appliquée aux applications juridiques. C'était le seul endroit où mes deux mondes pouvaient se rencontrer. Je ne savais pas qu'en entrant dans cette salle de classe, je n'allais pas seulement trouver un projet. J'allais rencontrer la personne qui, sans le savoir, allumerait la mèche de l'explosion à venir. Le cours s'appelait « Droit et numérique ». Il était censé nous apprendre à créer des bases de données juridiques simples. Pour la plupart des étudiants en droit, c'était une corvée. Pour moi, c'était une bouffée d'air frais. Et c'est là que j'ai rencontré Ismaël Kant. Il était différent. Il ne portait pas le costume cravate typique. Il était silencieux, assis au fond de l'amphi, tapant sur son ordinateur portable avec une intensité que je ne connaissais que trop bien. Le professeur nous a donné un exercice simple. La plupart des étudiants peinaient. Ismaël et moi avons terminé en 10 minutes. À la fin du cours, il s'est approché de moi. « Tu n'es pas vraiment une étudiante en droit, n'est-ce pas ?» J'ai ri, surprise. « Qu'est-ce qui m'a trahi ?»« Ton code, dit-il. Il est propre. Structuré. Tu penses comme une ingénieure, pas comme une avocate. » Nous sommes allés prendre un café. Et pour la première fois de ma vie, j'ai tout raconté. L'héritage Blanchard. La pression. Ma passion secrète. Il a écouté, sans juger. Puis, il a ouvert son ordinateur. « Je pense que j'ai quelque chose pour toi, dit-il. » Ce qu'il m'a montré n'était pas un projet universitaire. C'était une application presque terminée. « Je l'appelle le saut, dit-il. » C'était brillant. C'était une plateforme de communication ultra sécurisée, chiffrée de bout en bout, conçue spécifiquement pour les professions soumises au secret. Les avocats échangeant des documents sensibles. Les médecins partageant des dossiers patients. Les journalistes protégeant leurs sources. C'est génial, Ismaël. Mais pourquoi moi ? Parce que je suis technicien, dit-il. Je ne comprends rien aux implications juridiques. Je ne sais pas comment garantir la conformité avec le secret professionnel des avocats, ou le secret médical. J'ai besoin de quelqu'un qui parle les deux langues. J'ai besoin de toi. Mon père m'avait toujours dit que la technologie était un outil.
Ismaël me proposait d'en faire une arme. J'ai d'abord refusé. C'était trop risqué. Trop réel. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à Le Sceau. Je pensais à la possibilité de construire quelque chose, au lieu de simplement interpréter les constructions des autres. Le lendemain, j'ai rappelé Ismaël. Je suis dedans. Nous avons commencé à travailler comme des fous. Nos vies se sont résumées à la fac le jour, et à son petit studio d'étudiant à la Croix-Rousse la nuit. Nous vivions de café et d'adrénaline. Le Sceau est devenu mon obsession. C'était plus réel que n'importe quel arrêt de la Cour de cassation. Ismaël était le partenaire parfait. Logique, calme, brillant. Il ne se souciait pas de mon nom de famille ou de mon héritage. Il se souciait de mon code. Nous étions en train de construire une fusée. Et nous ne savions pas que le marché était sur le point de nous fournir le carburant dont nous avions besoin pour décoller. Le timing est tout. Nous étions en train de finaliser la version bêta de Le Sceau lorsqu'un scandale majeur a éclaté. L'un des plus grands opérateurs de téléphonie français a admis une faille de sécurité massive. Les SMS et les données de millions d'utilisateurs avaient été exposées. Soudain, la confidentialité des données n'était plus un concept abstrait. C'était le sujet de conversation de tout le monde. Les entreprises, les avocats, les médecins, tout le monde paniquait. C'est le moment, Ismaël, ai-je dit. Nous devons nous lancer. Maintenant. Nous avons mis Le Sceau en ligne. Nous pensions avoir quelques centaines d'utilisateurs. En 24 heures, nous avons eu 50 000 téléchargements. À la fin de la semaine, 300 000. C'était la folie. J'étais en cours de droit administratif, essayant de me concentrer sur le Conseil d'État, pendant que mon téléphone vibrait sans arrêt dans ma poche. Chaque vibration était un nouvel utilisateur. Mon double jeu devenait intenable. Je dormais 3 heures par nuit. Mon anxiété était à un niveau record. Mais Le Sceau grandissait. 3 mois plus tard, l'email est arrivé. Un fonds de capital risque parisien. Il voulait nous rencontrer. Nous avons levé notre premier tour de table, 500 000 €. Nous avons quitté le studio d'Ismaël pour de vrais bureaux. Puis, l'offre qui a tout changé est arrivée. SecureTech. L'un des géants européens du logiciel de cybersécurité. Ils voulaient nous racheter. Les négociations ont été intenses. J'ai dû sécher des cours, prétendant être malade, pour assister à des réunions confidentielles. Le chiffre final est tombé, 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Ismaël et moi étions sous le choc. C'était une somme qui changeait une vie. Mais il y avait une condition. SecureTech voulait que nous restions. Il voulait que je dirige la nouvelle division, confidentialité professionnelle. C'était le point de non-retour. Je ne pouvais pas diriger une division chez SecureTech et être étudiante en droit. Le mensonge devait s'arrêter. C'est alors que mon frère est intervenu. Bastien, qui travaillait maintenant dans un grand cabinet à Paris mais descendait souvent à Lyon, avait entendu des rumeurs sur la petite start-up de Lyon qui faisait du bruit. Il avait ses propres relations. Il n'a pas tardé à faire le lien. Il m'a vu. Un jour, par hasard. J'étais à la brasserie des Brotteaux, en train de déjeuner avec les dirigeants de SecureTech. Je ne l'ai pas vu, mais il m'a vu. Il n'a pas pu le supporter. La jalousie. L'idée que moi, la petite sœur, qui avait eu la vie facile, puisse réussir en dehors du chemin familial. L'idée que je puisse valoir 20 millions d'euros pour un hobby, alors que lui trime pour son salaire d'associé. Il a fait quelque chose d'impardonnable. Il a envoyé un email anonyme au service juridique de SecureTech. Se faisant passer pour un initié de l'industrie, il a affirmé que Le Sceau était construit sur une technologie qui violait des brevets existants. Il a insinué que notre conformité juridique était douteuse. C'était un mensonge complet, mais c'était calculé. L'email est arrivé un mardi. Le mercredi matin, j'ai reçu un appel d'Ismaël. Sa voix était blanche. Solange. L'accord est suspendu. Quoi? Pourquoi? SecureTech. Il invoque des préoccupations juridiques.
Ils exigent un audit d'urgence complet de notre code et de nos brevets. Solange, ils pensent que nous sommes des fraudeurs. Le monde s'est effondré sous mes pieds. Mon propre frère venait d'essayer de détruire mon rêve. Pendant 72 heures, nous n'avons pas dormi. C'était l'enfer. Ismaël, furieux, voulait des réponses. Moi, j'étais paralysé par la honte. Je savais qui avait fait ça. Il n'y avait qu'une seule personne qui me détestait assez et qui avait assez de connaissances juridiques pour monter une attaque aussi précise, Bastien. Qui, hurlait Ismaël. Qui nous fait ça, Solange? Je ne pouvais pas le lui dire. Pas encore. Je ne sais pas, ai-je menti. Concentrons-nous sur l'audit. Nous avons engagé nos propres avocats. Nous avons ouvert tous nos livres, chaque ligne de code, chaque note de recherche. C'était un cauchemar de voir notre travail, notre bébé, être disséqué par des avocats hostiles à la recherche de la moindre faille. Au bout de 3 jours, le verdict est tombé. Nos avocats ont rappelé. SecureTech avait terminé son audit. Mon cœur battait à tout rompre. L'audit est clair, dit notre avocat. Votre code est 100% original. Les allégations de violation de brevets sont totalement infondées. Mieux encore. L'équipe de SecureTech, impressionnée par notre transparence et la robustesse de notre technologie, était furieuse de s'être fait manipuler. Ils ont non seulement confirmé l'offre de 20 millions, mais ils ont accéléré le processus. L'accord était de retour. La signature, le closing, était prévu dans 4 semaines. J'étais épuisé. Soulagé. Mais surtout, j'étais en colère. Une colère froide que je n'avais jamais ressentie. Ce soir-là, Ismaël s'est assis en face de moi. C'est ton frère, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu le nier. J'ai hoché la tête, les larmes de rage coulant sur mon visage. Il n'a pas crié. Il m'a regardé avec une tristesse profonde. Solange. Écoute-moi. Ce n'est plus un jeu. Ce n'est plus une histoire de « faire plaisir à papa ». Ton frère a essayé de nous détruire. De ruiner nos vies. Tu ne peux plus continuer à jouer la comédie. Il a pris mes mains. Cette hypocrisie doit cesser. Tu dois leur dire. Tu dois choisir. C'est eux, ou c'est nous. C'est ta vieille vie, ou c'est celle-ci. L'acte final doit être joué. Maintenant. Il avait raison. Le sabotage de Bastien, aussi vicieux qu'il ait été, m'avait donné quelque chose d'inattendu, la clarté. Je ne pouvais plus vivre dans la peur de décevoir mon père. J'étais maintenant terrifié à l'idée de devenir comme eux, des gens prêts à détruire les autres par jalousie ou par dogme. J'ai pris mon téléphone. Mes mains tremblaient. Maman? Oui, je vais bien. Dis, est-ce que je pourrais venir dîner jeudi soir? J'ai des nouvelles à vous annoncer. Le rendez-vous était pris. J'allais entrer dans la fosse aux lions. Je savais que ce dîner allait changer ma vie. Je ne savais tout simplement pas qu'il allait la faire exploser de la manière la plus brutale qui soit. Mais j'étais prête. Je crois. Jeudi soir. J'ai conduit jusqu'à Écully. La maison était exactement la même. Calme, imposante. Une prison dorée. L'ambiance était étrangement festive. Ma mère, Brigitte, avait fait un pot-au-feu, le plat préféré de mon père. Bastien était descendu de Paris, spécialement, pour l'occasion. Il était assis dans le salon, un verre de vin à la main. Il m'a fait un sourire en coin. Alors, petite sœur. On vient faire amende honorable? Il pensait clairement que son sabotage avait fonctionné. Il devait penser que j'étais revenu, la queue entre les jambes, pour supplier de réintégrer la fac de droit. La haine que j'ai ressentie à ce moment-là m'a presque étouffée. Mais j'ai gardé mon calme. Nous nous sommes assis à table. Le rituel habituel. Mon père a parlé d'une affaire. Ma mère a commenté la météo. Puis, Grégoire s'est tourné vers moi. Alors, Solange. Ta mère m'a dit que tu avais des nouvelles. As-tu enfin obtenu ce stage à la cour d'appel? Le moment était venu. J'ai posé ma fourchette. J'ai bu une gorgée d'eau. Non, papa. J'ai regardé chacun d'entre eux.
J'ai décidé d'arrêter la faculté de droit. Le silence. Un silence si total que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge du salon. Ma mère a arrêté de respirer. Mon père s'est figé, son verre à mi-chemin de sa bouche. Bastien a laissé échapper un petit rire nerveux, comme si c'était une blague. « Tu es sérieuse ?» ?»« Très sérieuse, ai-je dit, ma voix devenant plus forte. Et j'ai lâché la deuxième bombe. Je quitte la fac parce que j'ai cofondé une société de technologie il y a 2 ans. Et nous venons d'accepter une offre de rachat de la part de SecureTech. Pour 20 millions d'euros. Si le premier silence était glacial, celui-ci était assourdissant. Puis, mon père a ri. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire sec, méprisant, horrible. 20 millions ? Il a secoué la tête. Mais tu es complètement naïve. Tu te fais escroquer, ma pauvre fille. Tu quittes une carrière tangible pour une fantaisie sur Internet. Ce n'est pas une fantaisie, papa. C'est réel. C'est là que Bastien est intervenu, son visage déformé par une fausse inquiétude. Solange, franchement, dit-il d'un ton condescendant. Tu as fait vérifier les contrats ? As-tu seulement un avocat ? Ça sent l'arnaque à plein nez. Ces gens de la tech sont des baratineurs. L'ironie. L'hypocrisie pure. L'homme qui avait essayé de torpiller l'accord osait maintenant me traiter d'idiote. C'est là que j'ai craqué. Un avocat ? Comme toi, Bastien ? Comme le genre d'avocat qui envoie des emails anonymes pour saboter l'accord de sa propre sœur par pure jalousie ? Son visage est devenu blanc. Mon père s'est tourné vers lui. De quoi parle-t-elle ? Elle ment, a crié Bastien. Elle est hystérique. Je ne mens pas, ai-je crié, me levant de ma chaise. Il a failli tout détruire. Mon père s'est levé aussi, son visage devenant rouge de colère. Assez. Je me fiche de vos enfantillages. La seule chose que j'entends, c'est que tu jettes 3 générations d'héritage Blanchard aux toilettes. Il a frappé la table. 3 générations. Pour des jeux vidéo. Ce ne sont pas des jeux vidéo, ai-je hurlé, les larmes de rage coulant enfin. C'est ma vie. C'est ce que j'aime. La fille que vous avez élevée est misérable. Je déteste le droit. Je déteste cette maison. Je déteste vos attentes. Il y a eu un instant de silence. Puis mon père a parlé. Sa voix était calme. Glaciale. Et c'est ça qui m'a fait le plus peur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays ? Si tu détestes tant cette maison, dit mon père, sa voix tranchante comme un scalpel, si tu veux t'en jeter tout ce que nous t'avons donné, tu peux le faire. Mais tu le feras ailleurs. Ma mère a haleté. Grégoire, non. Tais-toi, Brigitte, a-t-il aboyé. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient froids. Vides de tout amour. Il a pointé son doigt vers la porte d'entrée. Dehors. J'ai cru mal entendre. Quoi ? Tu as très bien entendu. Prends tes affaires et sors de ma maison. Et ne reviens plus. Papa ? Ai-je murmuré, le souffle coupé. Tu ne le penses pas ? Je le pense parfaitement, a-t-il rugi. Si tu n'es pas une Blanchard, si tu n'es pas avocate, alors tu n'es pas ma fille. C'est aussi simple que ça. J'ai regardé ma mère. Je l'ai suppliée du regard. Maman ? Brigitte pleurait. Ses épaules tremblaient. Mais elle a baissé les yeux. Elle a regardé son assiette. Elle n'a pas dit un mot. À cet instant précis, j'ai compris. L'amour de mon père était conditionnel. Et le courage de ma mère était inexistant. Sa lâcheté était sa propre forme de trahison. J'ai regardé Bastien. Il se tenait près de la cheminée. Il n'avait pas l'air triomphant. Il n'avait pas l'air désolé. Il avait juste l'air vide. Comme s'il regardait un spectacle qui ne le concernait pas. Mon père a fait un pas vers moi. Dehors. Maintenant. Engourdi, j'ai reculé. Je suis allé dans l'entrée.
J'ai pris mon sac d'ordinateur. J'ai enfilé mon manteau. Il pleuvait dehors. Une pluie battante. Alors que j'ouvrais la porte, mon père a dit une dernière chose. Tes clés. J'ai regardé ma main. Les clés de ma vieille Twingo. Elle est à mon nom, dit-il froidement. L'assurance aussi. Si tu es si indépendante, tu n'en as pas besoin. Il a tendu la main. Lentement, avec des doigts qui tremblaient si fort que j'ai failli les lâcher, j'ai retiré la clé de voiture de mon porte-clés. Je l'ai placée dans sa paume ouverte. Il n'a pas scié. J'ai ouvert la porte. Le vent froid et la pluie m'ont frappé le visage. J'ai fait un pas sur le perron. Maman, ai-je essayé une dernière fois? J'ai entendu ses sanglots. Mais la porte s'est refermée. Un clic. Le bruit du verrou. J'étais dehors. Seul. Sous la pluie. Mon père venait de me renier. Ma mère m'avait abandonné. Mon frère m'avait trahi. J'ai commencé à marcher dans l'allée. La pluie de février était glaciale. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, à près d'1 kilomètre. Mes vêtements étaient trempés. Quand je suis arrivée, j'ai regardé l'horaire. Le dernier bus était passé il y a 20 minutes. Je me suis assise sur le banc froid de l'arrêt de bus. Et j'ai ri. Un rire hystérique, au bord des larmes. J'avais 26 ans. J'étais, sur le papier, une multimillionnaire. Et j'étais là, trempée, sans voiture, sans maison, à un arrêt de bus désert dans la banlieue chic de Lyon. L'ironie était si cruelle qu'elle en était presque comique. J'ai fini par appeler un Uber. Le chauffeur m'a regardé avec pitié. « Où est-ce qu'on vous emmène, mademoiselle ?» Je n'en avais aucune idée. « Conduisez-moi à l'hôtel le moins cher que vous connaissiez. » Il m'a déposé devant un Formule 1 près de l'autoroute. L'endroit sentait l'eau de Javel et le désespoir. J'ai payé pour une nuit avec ma carte de crédit. C'était mon argent d'épargne. J'avais environ 8 000 €. C'était tout ce que j'avais au monde en attendant la finalisation de la vente. Une fois dans la chambre minuscule et impersonnelle, je me suis assise sur le lit. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la fille stupide qui avait passé sa vie à chercher l'approbation de son père. J'ai pleuré pour la trahison de ma mère et la méchanceté de mon frère. Le lendemain matin, j'ai appelé Ismaël. Je ne pouvais plus tenir. Il a décroché à la première sonnerie. « Solange ? Où es-tu ? » L'accord. Je n'ai pas pu le laisser finir. J'ai fondu en larmes, incapable de parler. « Solange ? » Il était paniqué. « Où es-tu ? » J'ai réussi à articuler le nom de l'hôtel. 1 heure plus tard, il frappait à ma porte. Il n'était pas venu les mains vides. Il avait un sac de croissants chauds et un sac de sport avec des vêtements de sa sœur. Il m'a regardé, moi, dans cette chambre sordide, les yeux gonflés. Il n'a pas posé de questions. Il m'a juste prise dans ses bras. « Viens, m'a-t-il dit. Tu ne restes pas ici. » Il m'a emmenée dans son studio à la Croix-Rousse. « Le canapé est à toi. Aussi longtemps qu'il le faudra. » Les 4 semaines suivantes ont été un enfer. J'ai vécu sur le canapé d'Ismaël. Je me sentais comme une ratée. Pire encore. Pour couronner le tout, mon père a joué son dernier coup. J'avais besoin de mes 8 000 € d'économie pour acheter de nouveaux vêtements, pour vivre. Je suis allée au distributeur. Carte refusée. J'ai réessayé. Fonds insuffisants. Paniquée, j'ai appelé la banque. La réponse m'a glacée. Je suis désolée, mademoiselle Blanchard. Le compte a été gelé. Votre père, monsieur Grégoire Blanchard, co-signataire, a signalé une activité potentiellement frauduleuse et a demandé le blocage de tous les fonds. Il l'avait fait. Il avait menti à la banque. Il m'avait coupé les vivres. Il m'avait laissé sans un centime. Ce n'était plus de la colère. C'était une humiliation totale. J'étais maintenant, littéralement, dépendante de la charité de mon partenaire en affaires. Ismaël a payé pour tout. Ma nourriture. Mon dentifrice. Sans jamais se plaindre. Mais chaque jour, je me réveillais sur ce canapé en me sentant plus petite,
plus insignifiante. Mon père n'avait pas seulement réussi à me renier. Il avait réussi à me briser. Enfin, je le croyais. Les 4 semaines ont semblé durer 4 ans. Chaque matin, je vérifiais mes emails, le cœur battant, attendant la confirmation de SecureTech. Chaque jour, l'humiliation de devoir demander à Ismaël de l'argent pour un ticket de métro me rongeait un peu plus. J'avais ouvert un nouveau compte bancaire en ligne, à mon seul nom. Il était vide. Un zéro moqueur. Et puis, un jeudi matin, l'email est arrivé. L'objet était simple, finalisation de l'acquisition, SecureTech le sceau. Le corps du texte était tout aussi simple. Chers Solange et Ismaël, nous avons le plaisir de vous confirmer que le transfert des fonds a été exécuté ce matin. Félicitations. J'ai ouvert l'application de ma nouvelle banque. Mes mains tremblaient. L'écran s'est chargé. Je l'ai regardé. J'ai fermé les yeux. Je les ai rouverts. Le nombre était là. Solde, 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Ma part, après la division 50-50e avec Ismaël. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée assise sur ce futon qui m'avait servi de lit, et j'ai ri. Un rire silencieux. Mon père m'avait coupé de mes 8 000 euros. L'univers venait de me donner 10 millions en retour. Ismaël est rentré ce soir-là. Je ne lui ai rien dit. Je lui ai juste montré l'écran de mon téléphone. Il l'a regardé, a hoché la tête, et a sorti une bouteille de crément qu'il gardait au frigo. Alors, millionnaire, dit-il en servant dans 2 tasses à café. Quelle est la suite? Je suis restée silencieuse pendant un long moment, regardant les lumières de Lyon par la fenêtre. Je m'en vais, ai-je dit. Oh. Loin. J'ai besoin de soleil. J'ai besoin de la mer. J'ai besoin d'un endroit où personne ne connaît le nom de Blanchard. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai tapé « Belle demeure de France ». J'ai filtré par « Vue mer ». Ou peut-être, ai-je dit, à moitié pour moi-même, Cassis. Et là, je l'ai vu. Ce n'était pas une maison. C'était une déclaration. Une structure moderne de verre et d'acier, perchée sur une falaise surplombant les Calanques. Le prix était affiché, 8 millions d'euros. C'est de la folie, Solange, a dit Ismaël en regardant par-dessus mon épaule. Non, ai-je répondu. C'est un nouveau départ. J'ai regardé le numéro de l'agence immobilière. Ismaël, tu me prêtes de l'argent pour un billet de TGV? Le lendemain matin, je quittais la gare de la Part-Dieu. Je ne savais pas que j'étais sur le point de prendre la décision la plus rapide et la plus folle de ma vie. Le trajet en TGV de Lyon à Marseille dure moins de 2 heures. 2 heures pendant lesquelles j'ai regardé le paysage défiler, passant du gris de l'hiver lyonnais à la lumière dorée de la Provence. J'ai rencontré l'agent immobilier, Justine, à la gare Saint-Charles. Elle était élégante, professionnelle, et visiblement sceptique. J'avais 26 ans, j'étais vêtue de vêtements empruntés, et je demandais à visiter un bien à 8 millions d'euros. Elle m'a conduite le long de la route des Crêtes. Et puis, nous sommes arrivés. La maison était au-delà de mes rêves. Si la maison de mon père à Écully était conçue pour impressionner les autres, celle-ci était conçue pour ne faire qu'un avec la nature. Des murs entiers de verre. Une piscine à débordement qui semblait se jeter dans la Méditerranée. Et puis, il y avait le bureau. Une pièce au niveau le plus bas, avec 3 murs de verre. J'avais l'impression de flotter au-dessus de la mer. C'était là. C'était chez moi. Elle est parfaite, ai-je dit. Justine a souri poliment. Elle est magnifique. Cependant, j'ai un autre acheteur très intéressé, un producteur de cinéma. J'ai levé la main. Je la prends. Elle a cligné des yeux. Pardon? Je la prends. Au prix demandé. Paiement comptant. Le scepticisme sur son visage a été remplacé par le choc. 1 heure plus tard, nous étions chez le notaire pour signer le compromis de vente. La loi française est prudente. Il y avait un délai de rétractation de 10 jours, puis encore 3 semaines pour finaliser tous les actes. Ce n'étaient pas les 48 heures d'un film américain, mais c'était réel. Ces 4 semaines ont été les plus longues de ma vie.
Je suis retournée à Lyon, j'ai rendu les clés à Ismaël, j'ai acheté une valise et quelques vêtements, et j'ai attendu dans un hôtel Airbnb. Le jour de la signature finale, je suis retournée à Cassis. J'ai signé le dernier document. J'ai reçu les clés. Ce soir-là, je me suis assise sur le sol en marbre de mon salon vide. Je n'avais qu'un matelas pneumatique et mon ordinateur. J'ai ouvert les baies vitrées. L'air marin était doux. J'ai regardé mon compte en banque. Il avait baissé de 8 millions d'euros, plus les frais de notaire exorbitants. Il me restait un peu moins de 2 millions. J'étais seule. Dans une maison de 500 mètres carrés. J'avais gagné. J'avais prouvé qu'ils avaient tort. Alors pourquoi est-ce que je me sentais si incroyablement vide? J'avais l'argent. J'avais la maison. J'avais la liberté. Mais j'étais complètement seule. J'avais construit ma forteresse de solitude. J'avais coupé les ponts avec mon passé. J'ai commencé à meubler la maison, à travailler sur de nouveaux projets avec Ismaël à distance. Je pensais que cette partie de ma vie était terminée. Je pensais que ma famille appartenait au passé. Je n'avais aucune idée que, grâce à un article de journal, le passé était sur le point de frapper à ma nouvelle porte en verre. Et ils n'étaient pas contents. Ils étaient intéressés. 3 semaines se sont écoulées. 3 semaines étranges. J'ai engagé des architectes d'intérieur. J'ai acheté une voiture. J'ai commencé à établir une routine. Réveil, café face à la mer, travail sur mon nouveau projet, une plateforme de protection des données personnelles, promenade le long des calanques. Je n'avais eu aucun contact avec ma famille. Pas un appel. Pas un message. Le silence total. Et puis, l'article est paru. Ce n'était pas un petit blog. C'était Les Échos. Le grand quotidien économique français. Une journaliste avait fait le lien entre le rachat de 20 millions par SecureTech et les fondateurs. L'article était un portrait élogieux de « la nouvelle garde de la French Tech ». Solange Blanchard et Ismaël Kant, les cerveaux de 26 ans derrière Le Sceau, vendent leur start-up pour 20 millions d'euros. L'article mentionnait mon parcours atypique, abandonnant le droit, et se terminait par une note glamour. Mademoiselle Blanchard, qui a grandi à Lyon, a récemment fait l'acquisition d'une spectaculaire villa moderne à Cassis pour y établir son nouveau centre d'opération. L'article a fait l'effet d'une bombe. Le téléphone a sonné un mardi après-midi. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché. Allô? Solange? La voix. Je l'ai reconnue immédiatement. Bastien. Mais ce n'était pas le ton arrogant et moqueur que je connaissais. Il était hésitant. Presque nerveux. Bonjour, Bastien, ai-je dit, ma voix devenant glaciale. Solange? J'ai lu l'article dans Les Échos. Silence. Tu as lu? C'est vrai? 20 millions? Une villa à Cassis? Sa voix était empreinte d'une incrédulité totale. Pourquoi tu appelles, Bastien, ai-je demandé, fatigué. Pour me féliciter? Ou pour vérifier que ton sabotage a bien échoué? Il a ignoré la pique. Écoute. Papa et maman ont vu l'article aussi. Mon cœur s'est serré. Papa, il est très secoué depuis que tu es parti. Parti? J'ai ri, un rire sans joie. Tu veux dire, depuis qu'il m'a jeté dehors et m'a volé mes économies? Ce n'est pas comme ça qu'il le voit, a-t-il marmonné. Écoute. La raison de mon appel, c'est que maman veut te voir. Elle est très mal. J'ai attendu. En fait, a-t-il corrigé, on aimerait tous venir te voir. Ce week-end. Pour, tu sais, parler. Aplanir les choses. L'audace. L'audace pure et simple m'a coupé le souffle. Pendant des semaines, il m'avait laissée pour morte. Pas un appel pour savoir si j'étais en vie, si j'avais un toit. Mais maintenant que les Échos avaient validé mon succès, maintenant qu'ils savaient que j'étais riche, soudain, ils voulaient parler. Laissez-moi deviner, Bastien, ai-je dit, ma voix tremblant de colère. Si cet article avait dit Solange Blanchard, ancienne étudiante en droit, vit dans un T2 à Marseille et peine à payer son loyer, est-ce que tu serais en train de m'appeler? Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne.
Un silence qui était une réponse en soi. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Envoyez-moi vos détails de vol. Je vous enverrai l'adresse. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. La confrontation était inévitable. Mais cette fois, elle n'aurait pas lieu dans leur maison. Elle aurait lieu dans la mienne. Ils sont arrivés le samedi matin. J'ai regardé depuis ma baie vitrée leur voiture de location monter l'allée. Grégoire, Brigitte et Bastien. Je les ai accueillis à la porte. Je ne portais pas un costume d'avocate. Je portais un pantalon de lin blanc et un simple t-shirt. J'étais pieds nus. Ma mère, Brigitte, a voulu me prendre dans ses bras. J'ai fait un pas de côté. Elle a eu l'air blessée. Solange, ta maison, c'est... Elle n'a pas pu finir. Ils étaient visiblement sous le choc. La hauteur sous plafond, la vue infinie sur la mer. Mon père, Grégoire, d'habitude si imposant, semblait petit. Il regardait autour de lui, silencieux, comme s'il calculait mentalement la valeur de chaque meuble. Bastien avait l'air contrarié. Il avait l'air jaloux. J'avais demandé à un traiteur de préparer un déjeuner léger. Nous nous sommes assis sur la terrasse. Le silence était pesant, seulement brisé par le bruit des vagues en contrebas. C'est ma mère qui a parlé en premier. Tu nous as manqué, Solange. La façon dont les choses se sont terminées, ce n'était pas bien. J'ai posé mon verre d'eau. J'ai regardé chacun d'entre eux. Quelle partie n'était pas bien, maman, ai-je demandé calmement. La partie où papa m'a renié et m'a dit que je n'étais plus sa fille? La partie où il m'a pris mes clés de voiture et m'a laissé sous la pluie? La partie où il a menti à la banque pour geler mes 8 000 € d'économie, me laissant sans un sou? Ma mère est devenue blême. J'ai tourné mon regard vers Bastien. Ou peut-être la partie où mon propre frère a tenté de saboter mon accord de 20 millions d'euros par pure méchanceté? Bastien a laissé tomber sa fourchette. Mon père s'est tourné vers lui, les yeux écarquillés. Tu as fait quoi? Bastien n'a rien dit. Il n'a pas nié. Ma mère a essayé de reprendre le contrôle. Solange, nous sommes venus pour nous réconcilier. Clairement, tu as fait le bon choix pour toi. Nous le voyons. Elle a fait un geste vers la maison, la piscine. Nous sommes si fiers. C'est là que la vérité m'a frappée. C'est ça le problème, maman, ai-je dit, ma voix se brisant. Vous le voyez. Maintenant. Vous êtes fiers maintenant. Parce qu'il y a la preuve matérielle. Parce que les Échos a dit que je valais 20 millions. Je me suis tournée vers mon père. Où était cette fierté quand j'ai gagné le concours Lépine? Où était-elle quand je vous ai dit que j'avais une passion? Votre amour. Votre fierté. Tout est conditionnel. Ce n'est pas vrai, a protesté mon père, mais sa voix manquait de conviction. Ce n'est pas vrai, ai-je rétorqué. Tu m'as dit que si je n'étais pas avocate, je n'étais pas ta fille. Ce sont tes mots. Tu n'as pas appelé pendant des semaines. J'aurais pu être à la rue. J'aurais pu être morte. Vous n'avez pas vérifié. Vous ne vous en souciez pas. J'ai regardé les trois. Laissez-moi vous poser une question. Une seule. Ils attendaient. Si cet article avait été différent. Si j'avais suivi ma passion, si j'avais créé le saut, mais que ça n'avait pas marché. Si j'étais venu vous voir, en disant « j'ai échoué, je vis dans un T2 à Marseille et je suis au RSA », seriez-vous fiers de moi? Seriez-vous ici aujourd'hui? Le silence. Le silence absolu de tous les trois. Ce silence était la réponse la plus forte, la plus claire, la plus dévastatrice que j'ai jamais entendue. Je me suis levée. Je pense que vous devriez partir. Solange, s'il te plaît. A commencé ma mère. Non. C'est mon père qui a parlé. Il s'est levé aussi. Il avait l'air vieux. Elle a raison, Brigitte. Elle a raison. Il m'a regardé. La balle est dans ton camp, Solange. C'est à toi de décider si cette famille existe encore. Je les ai regardés partir. Ma mère m'a serré dans ses bras en pleurant, murmurant « Je suis désolée, je suis désolée ». Bastien n'a pas dit un mot. Il n'a jamais dit qu'il était désolé. Ils sont partis.
Je suis restée seule sur ma terrasse. J'avais gagné la confrontation. Mais je me sentais incroyablement vide. Un an s'est écoulé. Ma vie a changé. La maison n'est plus vide. Ismaël a déménagé sur la Côte d'Azur, et nous avons lancé notre nouvelle entreprise. J'ai trouvé une nouvelle famille. Une famille que j'ai choisie. J'ai rencontré Cécile, une femme incroyable, une des pionnières de la technologie à Sophia Antipolis, le Silicon Valley français. Elle aussi avait été rejetée par sa famille quand elle avait abandonné la médecine pour l'informatique dans les années 90. Elle est devenue ma mentor, la figure maternelle que je n'avais jamais eue. J'ai utilisé une partie de l'argent de la vente pour créer la Fondation Blanchard-Kant. Elle offre des bourses aux jeunes femmes qui, comme moi, veulent poursuivre une carrière dans la technologie mais n'ont pas le soutien de leur famille. Transformer ma douleur en opportunité pour les autres. Et ma famille biologique ? C'est compliqué. Ma mère, Brigitte, m'appelle une fois par mois. En secret. Des conversations courtes, prudentes. Tu manges bien ? Tu ne travailles pas trop ? Elle n'ose jamais parler de mon père. C'est sa façon de m'aimer, dans les limites de son courage. Bastien et moi n'avons jamais reparlé. Quant à mon père, Grégoire, il est resté silencieux. Je ne sais pas si notre relation guérira un jour. J'ai appris que certaines blessures ne se ferment jamais complètement. Mais j'ai aussi appris que la famille n'est pas toujours une question de sang. C'est une question de soutien. C'est une question de qui vous voit pour qui vous êtes, pas pour ce qu'ils veulent que vous soyez. Le rejet de mon père, qui m'avait semblé être la fin du monde, a en fait été ma libération. Il m'a forcé à arrêter de chercher la validation à l'extérieur. Ce soir, en regardant le soleil se coucher sur la mer depuis ma maison, je sais qui je suis. Je ne suis pas l'héritière Blanchard. Je ne suis pas l'étudiante en droit raté. Je ne suis même pas la millionnaire de la tech. Je suis juste Solange. Et pour la première fois de ma vie, ça me suffit. Mon histoire est terminée, mais j'aimerais beaucoup lire les vôtres. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile entre suivre votre passion et répondre aux attentes de votre famille ? Avez-vous déjà ressenti ce poids de l'héritage familial ? Racontez-moi vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez ressenti cette colère, cette tristesse ou cette libération, merci de cliquer sur le bouton « J'aime ». Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver sa propre voie. Parfois, les décisions les plus difficiles, celles qui nous brisent le cœur, sont celles qui nous mènent aux plus belles destinations. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon parcours vous donnera le courage de vivre votre propre vérité, quelle qu'elle soit.